Les innovations pittoresques, imaginatives, dans le design et la mode vestimentaire au féminin. Regardez nos femmes, regardez comment elles sont belles. Regardez le génie créateur du pagne, du libaya, etc. Avec la fantasia des modèles, l'euphorie des styles et la rigueur normative de ce que les spécialistes appellent le patron, c'est-à-dire le plan architectural de la couture. D'autres signaux positifs nous sont renvoyés, notamment par des chercheurs plus ou moins indépendants ou des structures plus ou moins indépendantes. On a longuement parlé de robots, etc. Savez-vous que les Quinois l'ont surnommé Roporo, c'est-à-dire robot policier de roulage. Preuve que ce personnage est entré dans notre univers tout à fait familier. On peut signaler aussi les avancées des recherches sur l'amélioration de la diversité de l'alimentation et de la nutrition. Par exemple, les recherches du Kikalakasa du professeur Théophile Mbemba. L'amélioration du soja avec le groupe du feu Perpolus. La lutte contre les maladies des cossettes et des feuilles de manioc du centre agronomique de Mvundi. L'invention des liqueurs par le regretté Mwamba Kabasele sur base des techniques, des essences et des matières premières locales. Mais aussi par ailleurs sur un autre plan, les perspectives arithmétiques et ludiques du jeu traditionnel Ngola par le chercheur Baletula Diambanza, conçu à la fois comme boulier compteur et comme jeu de dames. Ces signaux et d'autres encore ne pourront atteindre la masse critique et déclencher le choc qualitatif que lorsqu'ils seront relayés, intégrés et dynamisés dans une synergie et une stratégie globale, cohérente, notamment à travers la mise en place d'un parc industriel approprié. Je voudrais dire par là que les résolutions des États généraux de 2005 restent encore d'actualité. Peut-être en fin de compte, je suis en train d'atterrir, peut-être en fin de compte, n'ai-je pas assez dit que l'esprit de la recherche et de l'innovation doit être le moteur de la transmission des connaissances et de la créativité, on l'a dit, à tous les niveaux de l'éducation nationale. Mais l'éducation nationale au sens large, de l'élévation humaniste, de l'excellence et de la formation. Peut-être n'ai-je pas assez dit non plus qu'être innovateur, c'est être créateur. C'est être un peu à l'image de Dieu, un démiurge, et pourquoi pas un poète. L'innovation comme génie transformateur et visionnaire de la société, de la cité des hommes, n'est-ce pas un acte à la fois scientifique, démiurgique et j'ajoute politique? Roger Garaudy, brillant intellectuel français, membre du Parti communiste pendant longtemps, a les mots juste pour cela. Je le cite et ce sera ma dernière phrase. L'acte de création esthétique, c'est-à-dire l'invention de fins nouvelles, la conception et la réalisation des formes nouvelles de la vie, est le modèle de l'acte politique, au sens le plus noble du mot, c'est-à-dire acte révolutionnaire d'arrachement aux routines de l'ordre établi, de ses valeurs et de ses hiérarchies figées, effort pour concevoir un nouveau projet de civilisation et les moyens de le réaliser au nom de ce critère unique, 2 points, instituer une économie, un système politique, une culture créant les conditions dans lesquelles chaque homme pourra devenir un homme, c'est-à-dire un créateur, c'est-à-dire un poète. Fin de citation, je vous remercie. D'abord, je tiens à remercier le ministère de la Communication parce que c'est pour la première fois que le gouvernement m'invite à parler de la balkanisation de notre pays. Cela signifie que le discours est officiel. Et je profite de cette occasion pour demander à tous les journalistes qui avaient encore des doutes de prendre les choses au sérieux. La menace est sérieuse. Hier, vous avez suivi le ministre des Mines. Il a présenté la carte minière du Congo. Et la plupart des mines du Congo, des minerais, pardon, se trouvent à l'est du Congo. Et cela
où se concentrent toutes les guerres. Je vais vous parler de la défense de mon pays contre le projet de sa balkanisation et d'implosion. En 2014, l'année passée, Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État américain, a publié aux éditions Pega un ouvrage sous le titre Order, l'ordre mondial en français. Ce livre, qui est considéré comme le dernier du docteur Henry Kissinger, n'est pas encore traduit en français. On ignore les raisons. Pour faire la promotion de son livre, il a accordé une interview au journal allemand Der Spiegel. Interview dans laquelle il s'interroge: parachèverons-nous l'ordre mondial par le chaos ou la réflexion? Si je vous parle du livre d'Henry Kissinger et de cette interview, c'est pour attirer votre attention sur ce qui nous arrive en RDC. Un nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place. C'est dans ce contexte qu'il faut placer les projets de la balkanisation et d'implosion de notre pays. Mesdames et messieurs, de 1996 à ce jour, notre pays traverse une période dramatique. En effet, la guerre dans ces provinces de l'Est a duré 19 ans. Cela signifie de 1996 à 2015. Cette guerre d'usure a comme résultat la mort de plus de 6 millions de Congolais et Congolaises, 40 000 femmes violées et plus de 2 millions de réfugiés internes. Nous sommes à Kinshasa, très souvent on oublie qu'il y a encore des gens qui vivent très mal dans des forêts. C'est un génocide oublié par la communauté internationale. Trop peu d'ONG internationales, même congolaises, n'ont pas le courage de dénoncer ce génocide. Nos amis rwandais ont eu 800 000, tout le monde en parle, mais 6 millions de Congolais, on a oublié. Les investigateurs de cette guerre d'usure poursuivent un objectif: la balkanisation ou l'implosion de notre pays, pour permettre aux multinationales occidentales de contrôler les richesses du Congo, vitales pour les économies en crise. Dans un ouvrage intitulé Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique, publié en 2008 aux éditions Éco-Société au Canada, l'auteur c'est Alain Denlot. La guerre des pillages dans la partie est de notre pays est soutenue et financée par certaines multinationales anglo-saxonnes, dont l'une a son siège dans l'État de l'Arkansas, en Amérique, fief de l'ancien président américain William Clinton. Face à cette stratégie, certaines élites congolaises, pourtant bien informées, ne comprennent pas que l'avenir de notre pays se joue dans sa partie Est. Comme en 1885, certaines élites occidentales estiment qu'elles peuvent décider du destin de l'Afrique et du Congo. Et pour cela, elles ont mis en place une association de leurs multinationales qui tiennent à contrôler les matières premières. Leurs penseurs et analystes développent des discours pour légitimer ce contrôle, tandis que leurs hommes politiques sont porteurs de ce projet que certains pays africains doivent exécuter. Bref, nous avons les investigateurs, qui sont les multinationales, nous avons les penseurs, qui sont certains intellectuels anglo-saxons, quelquefois africains, nous avons les porteurs, qui sont des hommes politiques, et puis nous avons les exécutants, qui sont des États africains. Qui sont
les penseurs. Il s'agit d'abord de M. Stephen Metz, professeur à l'USA Army War College. Il a enseigné à l'Académie d'état-major de l'armée américaine. Il a publié une étude approfondie de la situation du Zaïre en 1996 pour évaluer les types d'interventions qui peuvent être demandées à l'armée américaine. Dans le texte Reform Conflict, c'est en anglais, Reform Conflict and Security in Zaïre, publié le 5 juin 1996, il a écrit ceci à propos de la division éventuelle du Congo. Certains observateurs estiment que le Zaïre n'existe plus longtemps en tant que nation. Le Kivu a dirigé l'essentiel de son économie vers l'est de l'Afrique. Le Kasaï oriental refuse d'accepter la monnaie nationale. Le Chaba a été décrit comme une extension virtuelle de l'Afrique du Sud. Les États-Unis d'Amérique n'auraient pratiquement pas d'autre choix que d'accepter tous les États nouveaux qui émergeraient du Zaïre. Ils pourraient offrir du soutien diplomatique pour réduire au minimum la violence qui accompagnerait cette désintégration nationale, et ils devraient ouvrir des canaux de communication avec les nouveaux États. Cette analyse est faite une année avant le début de la guerre d'agression débutée en 1995. Le deuxième penseur, Madame Marina Otawe, auteur de l'ouvrage African New Leaders, Democracy or State Reconstruction, aux éditions Carnegie Endowment for International Peace, en 1999. Marina Otawe, co-directrice du projet Démocratie et État de droit, a fait un témoignage accablant devant la sous-commission Afrique du Sénat américain le 8 juin 1999, quelques jours avant la mise en place de la MONUC. Ça signifie Mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo. L'auteur a souligné que les interventions peuvent être louables, c'est au Congo, mais des interventions pour une partition du territoire africain et pour la création de nouvelles entités politiques et institutions placeraient les États-Unis d'Amérique et d'autres puissances étrangères dans le rôle colonial, ce qui n'est pas une décision à prendre à la légère. L'alternative que je crois être plus appropriée pour le moment est de laisser les pays africains trouver leurs propres solutions. Inévitablement, cela comprendra une continuation de combats internes entre États et probablement la division de certains pays avant d'arriver à une stabilité. Ce n'est pas une perspective jouissante, mais il n'y a pas d'autre alternative réaliste. En 2006, John Le Carré, romancier et ancien service de renseignement britannique, publie un roman intitulé « The Mission Song », les chants de la mission en français. Il souligne que rien que des théoriciens avant-gardistes, les néoconservateurs en vue des sommités de la géopolitique, les genres de types qui se réunissent dans les stations de ski pour décider du destin des nations. Ce n'est pas la première fois qu'ils se penchent sur le Congo oriental. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? L'anarchie comme résultat probable des prochaines élections. Les Chinois qui grattent à la porte pour rafler toutes les matières premières. Alors que faire? Les Congolais n'aiment pas les Américains. Et c'est réciproque. De leur côté, les Rwandais méprisent les Congolais. Ils sont disciplinés et surtout efficaces. Alors le plan américain, c'est consolider la présence économique et commerciale du Rwanda au Congo oriental jusqu'à le rendre incontournable. Ce qu'ils veulent, concrètement, c'est une annexion en douceur. Et ils comptent sur un coup de main de la CIA. En 2009,
Un article est publié dans un magazine américain, Foreign, qui vient de renforcer les propos de Marina Hathaway, tenus devant le Sénat américain en 1999, 10 ans après. Cet article est signé par le professeur Jeffrey Herbes, chef de chaire à l'université de Miami, dans l'État d'Ohio, c'est en Amérique, et de Greg Mills de la fondation Brett, basée en Afrique du Sud, sous le titre « There is no Congo ». Le Congo n'existe pas. Selon les deux auteurs, il est temps de cesser de prétendre le contraire. Ils invitent la communauté internationale à reconnaître ces faits. À cet article de Jeffrey Greg, il faut ajouter l'étude élaborée par Brookings Institution, think tank américain proche du Parti démocrate et publiée par Global Poverty dans le cadre du développement de l'Afrique. Selon l'étude, plusieurs causes seraient à la base du retard que connaissent plusieurs pays africains. Il s'agit de l'étendue géographique, de la densité démographique, des ressources naturelles et de la montée du tribalisme. Pour cette institution, plus un pays est grand, plus la gouvernance est difficile. Il en est de même du nombre élevé de la population. Cette situation se répercute ensuite sur la gestion des ressources naturelles et favorise des conflits interethniques. Pour les analystes de Brookings Institution, seuls les petits États sont bien gouvernés en Afrique. Vous comprenez, les Rwanda et la Tunisie, dans les temps. Et les pays tels que le Nigeria, le Soudan, l'Angola et la RDC posent problème. Le 22 septembre 2012, le quotidien New York Times publiait la nouvelle carte géographique de la planète de demain, avec les États-nations qui naîtront de la nouvelle redistribution des frontières. La nouvelle carte futuriste du monde et l'article qui l'accompagnait sont de Frank Jacob et Parag Khanna. L'article annonce la disparition des faits de certains pays actuels dans le monde, dont le Congo, notre pays. L'analyse de ces deux auteurs est basée essentiellement sur la dotation en gisement des ressources naturelles du pays et leurs convoitises extérieures. S'il existe des penseurs intellectuels du projet de la balkanisation, il y a aussi des porteurs. Qui sont-ils? Le premier porteur, c'est M. Fest William, qui a été le président de la sous-commission du Sénat américain sous l'administration Clinton en 2001. Je le cite. La frontière congolaise serait la source de déstabilisation tant par les forces internes que par les forces externes, dont l'objectif consiste à favoriser le découpage du pays en 5 États indépendants. Le Kivu, Maniema, le premier État, le Kasaï, le deuxième État, le Chaba, le troisième État, la province orientale de l'Équateur, le quatrième, le Bandundu et le Bas-Congo, le cinquième. Deuxième porteur du projet, l'ambassadeur Herman Cohen, que tous les Congolais connaissent bien, qui est le plus grand porteur de ce projet. C'est un ancien sous-secrétaire d'État américain, lobbyiste et porteur du projet de notre pays. Il a déclaré dans une interview accordée à un journaliste congolais du site 00243 et reprise par le potentiel le 12 août 2011 que, dans ma lettre au président Obama, j'ai suggéré qu'on légalise le commerce des minerais au Kivu qu'exploitent les hommes d'affaires rwandais. Le Rwanda a envahi le Kivu en 1998. Pendant 6 ans, il a mis en place des réseaux pour l'exploitation des minerais, surtout les coltans qui rapportent des milliards de dollars. J'ai proposé que le commerce des minerais soit légalisé. Mais
j'ai rencontré une farouche opposition de la part des Congolais qui évoque la question de la souveraineté. Il se pose une question. Souveraineté au département d'État, le Kivu fait partie du Rwanda. Cette interview a suscité les réactions de l'ambassade américaine à Kinshasa et les droits de réponse de Cohen lui-même au journal Le Potentiel. Pour l'ambassade américaine, les propos de M. Cohen n'engagent pas le gouvernement américain. Du côté de Cohen, pour la première fois, depuis qu'on a publié ces déclarations écrites dans les quotidiens Le Potentiel, il a envoyé un droit de réponse à la rédaction du journal et qui conclut en ces termes. Je demande aux amis congolais de ne pas chercher midi à 14 h avec des débats juridiques inutiles. Il faut plutôt qu'ils cherchent des solutions sur le terrain. Le troisième porteur du projet de l'implosion de la RDC, c'est un Afro-Américain qui s'appelle Johnny Carson, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, sous le premier mandat du président Barack Obama. Invité par Brookings Institution au mois de février 2013 pour parler de la crise de la RDC, Johnny Carson a déclaré que la seule manière de procéder à résoudre les problèmes congolais consiste à adopter une solution subtile bénéficiant de l'appui de la communauté internationale. Cette solution miracle, selon lui, est celle que les Nations Unies ont expérimentée en Yougoslavie, en Europe, et au Soudan, en Afrique. Je le cite, « Nous sommes parvenus à une telle situation pour mettre un terme au conflit dans l'ex-Yougoslavie par le biais des accords de Dayton. Nous avons réussi à mettre un terme à plus de longues guerres civiles qu'ait connu l'Afrique, les conflits au Soudan, grâce à l'accord de paix global négocié par les États membres de l'EGAD et appuyé par les États-Unis d'Amérique, la Norvège, la Grande-Bretagne. » Fin de citation. Nous savons ce qui sont devenus la Yougoslavie et le Soudan. La Yougoslavie a implosé en plusieurs États et le Soudan aujourd'hui, il existe à peu près 2 États distincts. Mais qui sont les exécutants du projet de l'organisation, la RDC? 2 pays, le Rwanda et l'Ouganda. Je suis content qu'on donne le Rwanda comme un modèle. Il y a quelque temps, un Congolais qui vit au Canada a publié un ouvrage du miracle rwandais au paradoxe congolais pour montrer que ce que le Rwanda a fait ici, c'est vrai, il pille, il vole, au moins il construit leur propre pays. Et au Congo, les gens pillent, volent, ils ne font rien. Et j'ai fait un article dans Le Potentiel intitulé du paradoxe, du miracle rwandais au paradoxe congolais, ou l'éloge du voleur. Il y a un problème. Ce qui est vrai, le Rwanda et l'Ouganda, ça fait 19 ans, depuis l'affaire de l'AFDEL. Je pense que les Congolais gardent encore de mauvaises images. Les Rwandais et l'Ouganda ne sont pas différents des États négriers durant l'esclavage et la traite négrière. Ils sont dans leur jeu. Comme dit la traite négrière, on utilise d'autres Africains contre d'autres Africains. Ça signifie que les Rwandais et l'Ouganda sont contre l'Afrique. Parce que c'est grâce au Congo que l'Afrique peut se développer. Nous avons publié un ouvrage collectif avec 8 professeurs sur les projets de la balkanisation de notre pays et on a donné notre point de vue en tant que citoyens. Les secondes réactions sont du président de la République, Joseph Kabila. Dans son discours de vœux en 2010, c'était passé inaperçu, et ceux qui veulent vérifier, ils n'ont qu'à suivre Télé 7, ils verront les messages. Kabila a déclaré, et je le cite, « En dépit du complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la RDC demeure unie dans ses frontières de 1960.
le président a réitéré encore son message lors de l'anniversaire de notre pays, le 30 juin 2015, devant la nation congolaise. Il reste catégorique. La RDC, ce précieux héritage de nos aïeux, et reste sujette à convoitise et objet de machinations de toutes sortes de la part de ceux qui pensent que son territoire est trop grand et trop riche pour revenir aux Congolais et à eux seuls. Pour nous Congolais, souligne le président, la RDC est les biens les plus précieux au monde. Nous devons l'aimer, la chérir et la protéger, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte. Fin de citation. Enfin, vous savez, dans ce pays, il y a un État dans un État. C'est notre Église catholique, la maison mère. L'Église catholique a fait des communiqués importants sur la situation d'instabilité dans notre pays. Ça a été publié en 2012. Donc ça fait à peu près 3 ans. Ils ont déclaré, communiqué, non à la balkanisation de la RDC, premier communiqué. Deuxième communiqué, peuple congolais, lève-toi et sauve ta patrie. Nous pensons que nous ne pouvons pas empêcher les autres de réfléchir, à savoir, et d'avoir des ambitions sur notre pays et nos matières premières. Mais il est de notre devoir, en tant que citoyens congolais, de défendre l'indépendance de notre pays, les libertés pour notre peuple. Après 5 siècles de domination occidentale, c'est-à-dire après l'esclavage et la traite négrière, la colonisation et la non-colonisation, nous devons tirer les leçons de l'histoire pour éviter les pires. Il faut lire les signes des temps. Il faut être du bon côté de l'histoire pour éviter que vous soyez jetés dans la poubelle de l'histoire. Et pour terminer, j'ai voulu une phrase d'un Français que vous connaissez très bien, Raymond Aron. L'histoire des peuples, écrit le penseur français Raymond Aron, ne se déroule pas en ligne droite, sur une surface plane. Un peuple s'affirme en surmontant les épreuves que lui réservent ses échecs aussi bien que ses succès. Il progresse de crise en crise. Je vous remercie. Dans une démocratie, il serait incroyable, il serait impensable de concevoir une démocratie sans une presse forte, indépendante, économiquement viable, critique à l'égard des pouvoirs publics et respectueuse des institutions, maîtrisant parfaitement les règles d'éthique et de déontologie. Je crois Frédéric, dans son intervention, a insisté également là-dessus. Une presse qui n'est pas responsable, qui n'est pas respectueuse des institutions, une presse qui n'est pas formée, une presse qui ne maîtrise pas les règles d'éthique et de déontologie, c'est une presse qui est fragile, c'est une presse qui risque de ne pas accomplir les missions que nous venons d'énumérer là de plus haut. Donc, nous pensons et nous l'affirmons, la presse a sa place entièrement dans une démocratie et il faut qu'elle joue son rôle. Nous avons évoqué, par exemple, pour redéfinir la place de la presse dans la démocratie, je voudrais citer de mémoire le président américain. C'est une citation qu'on enseigne dans toutes les écoles de journalisme. Le président Thomas Jefferson, en 1802, il avait déclaré que si on lui demandait d'avoir un gouvernement sans journaux et des journaux sans gouvernement, il choisirait absolument d'avoir des journaux sans gouvernement, parce qu'il est sûr que les journaux vont aller
vers les populations et vont lui ramener des informations dont il a besoin pour pouvoir remplir les besoins, n'est-ce pas, des populations. Car, disait-il, il a été élu par les populations, et si ces populations ne sont pas satisfaites de son travail, ce n'est pas les ministres qui viendront lui dire, ils peuvent parfois maquiller des rapports, mais il a besoin d'une presse crédible qui lui rapporte des informations sur les besoins du peuple. Il a été renforcé dans ses déclarations par un autre président américain qui est l'un des pères fondateurs de la Constitution américaine, James Madison, on en a parlé, qui l'a confirmé dans ses déclarations. Et les deux présidents des deux déclarations mises côte à côte ont amené les gens à modifier progressivement les déclarations des deux présidents pour dire que la presse était un quatrième pouvoir, c'est-à-dire à côté du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Mais dans la réalité, la presse n'a pas un pouvoir effectif. Elle a un pouvoir dans la mesure où, dans une démocratie, lorsque elle a posé un certain nombre de choses, lorsqu'elle a fait un certain nombre d'enquêtes qui se révèlent vraies, hein, n'est-ce pas, qui est la société civile qui se mobilise, que l'opposition dans un pays, l'opposition politique dans un pays récupère, que les syndicats, que les autres pouvoirs, enfin les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs judiciaires et législatifs puissent se mettre en branle pour pouvoir sanctionner ceux qui ont posé des actes condamnables. Ce n'est qu'à ce moment-là que la presse est supposée avoir un pouvoir. Mais en tant que tel, c'est-à-dire le pouvoir qu'on accorde à la presse, là qu'on prétend accorder à la presse, n'est pas un pouvoir effectif en tant que tel. Je vais revenir ici, enfin je vais citer un cas simplement, où la presse, dans certains pays, s'il n'y a pas ce relais auquel on fait allusion, s'il n'y a pas une opposition forte, s'il n'y a pas des institutions fortes, c'est-à-dire avec la justice libre qui peut faire son travail, la presse a beau dénoncer ce qu'elle a à dénoncer, hein, on va dire le chien aboie, la caravane passe. Donc ça ne correspondait absolument à rien. Alors, nous allons revenir, nous allons poser la question, répondre à la question de savoir si la presse africaine peut effectivement remplir un rôle important. Oui et non. Oui, pourquoi? Je l'ai dit tantôt, si le relais existe dans un pays, et des relais forts, qui peuvent amener un élu à se faire sanctionner dans les urnes, les dénonciations de la presse vont trouver un écho, et à partir de ce moment, le dirigeant va répondre obligatoirement devant les urnes. S'il n'y a pas ce relais, la force de la presse est complètement diluée et elle ne peut avoir aucun effet. Je voudrais vous citer un cas qui est très récent. Je ne vais pas donner le nom de ce pays parce que si je demande le visa pour y aller, on va me le refuser. Et donc, comme je souhaite, je voudrais encore retourner là-bas. Je ne vais pas le citer. Alors, dans ce pays, il y a, dans la capitale de ce pays, un grand quartier qui a à peu près 500 000 habitants. Ce quartier a été complètement oublié. Alors, on a appris par la radio, par des journaux, que dans ce quartier, il y avait régulièrement des assassinats, de viols de filles, de vols, de braquages quotidiens. Et pour accéder dans ces quartiers, il n'y avait pas de route, il n'y avait absolument rien, pas d'eau, l'électricité peut-être une fois tous les 7 jours, de temps en temps. Alors tout le grand banditisme dans ces quartiers s'est retrouvé dans ces quartiers. Quand on parlait de ces quartiers, il n'en sort que de très très mauvaises choses. Alors la presse s'est concentrée, il y a eu un certain nombre d'articles qui ont été menés dans ces quartiers-là. Alors, avec la complicité de la confraternité, deux radios sont allées faire des émissions en direct dans ce quartier. La télévision les a accompagnés aussi. Et du coup, le fait que 2 grandes enquêtes soient sorties dans ce quartier, que des émissions de radio et de télévision soient réalisées là-bas avec des témoignages qui vous font avoir peur, hein, n'est-ce pas? Les ONG sont descendues.
2 diplomates et 2 chefs de mission des pays occidentaux sont descendus également. Et je peux vous assurer que en 24 mois, les pouvoirs publics ont fait une grande route dans ce quartier qui a désenclavé complètement, une grande route, c'est-à-dire 2 fois 2, qui a désenclavé le quartier. Il y a de l'électricité dans tous les secteurs et l'eau coule abondamment dans ce quartier. Ce n'est pas tout. On a installé un poste de gendarmerie, une compagnie de gendarmerie. On y a installé 2 brigades, 2 commissariats de police. Et du coup, la sécurité et la sérénité est revenue. Ce quartier, nous rapporte-t-on, les boutiques naissent un peu partout. Il y a le commerce qui a repris là-bas et les habitants de ce quartier se portent aujourd'hui bien. Alors, on peut répondre à la question. Est-ce que la presse, dans ce cas que nous venons de citer, a-t-elle posé un acte de développement? Oui ou non? On peut également poser la question de savoir, est-ce que dans ce cas que nous venons d'annoncer, la presse a eu un réel pouvoir? Est-ce que la presse a eu un pouvoir? Vous poserez peut-être la question là-dessus. Je pense que ce n'est pas la presse, c'est le relais, une fois de plus. C'est le relais. S'il n'y avait pas de relais, y compris des représentations diplomatiques étrangères, les responsables au plus haut niveau dans ces pays auraient pu dire le chien aboie, la caravane passe. Parce qu'il y avait eu des relais qu'on a eu l'impression que la presse a eu un pouvoir important. L'acte que vous connaissez, qui est devenu le pouvoir accordé à la presse ou alors reconnu à la presse, qui est devenu historique, c'est le cas de Watergate. Un fait divers qui a été suivi par 2 jeunes journalistes qui sont devenus les plus célèbres au monde aujourd'hui en matière d'enquête journalistique. Watergate, mené de main de maître, patiemment, longuement, professionnellement. Watergate a abouti à faire destituer l'un des présidents les plus puissants, sinon le plus puissant du monde, qui finalement est mort de chagrin parce que, bon, après s'être repenti, il n'avait plus de vie. Alors, c'est tout simplement parce que dans ce pays-là, les États-Unis, la presse avait joué un rôle important et il y a eu des relais à la fois démocratiques et autres. Alors, en conclusion, parce que mon surveillant, mon censeur, il veille au grain, et comme je vous ai donné ma parole, je ne voulais pas en exagérer. En conclusion, nous devons reconnaître que la presse a des problèmes, c'est vrai. La presse a des problèmes de financement. Une presse qui n'a pas d'argent reste une presse fragile. Elle est fragile parce qu'elle est exposée au pouvoir économique. Elle est livrée au pouvoir politique. Elle est prise en otage par des lobbies de part et d'autre, c'est-à-dire politiques et économiques. À partir de ce moment-là, la presse n'a plus ses moyens. Elle doit servir les intérêts que nous venons de citer. La presse a des problèmes d'accès aux sources d'information. Dans des pays africains, les dirigeants préfèrent toujours donner des informations ou alors faciliter l'accès à l'information aux journaux, aux radios qui sont des capitaux, qui sont financés par des capitaux publics ou alors qui appartiennent à Sotheby's. Lorsque vous montrez une certaine indépendance, lorsque vous montrez une certaine liberté de ton, immédiatement vous êtes indexé et vous ne pouvez pas avoir facilement accès aux sources d'information. Et l'un des obstacles non moins importants, c'est le manque de relais. Le manque de relais. Il faut que la société puisse accompagner les médias. Lorsque la presse a mené son travail, c'est-à-dire elle a fait des enquêtes avec des preuves irréfutables dans un professionnalisme indiscutable, il faut immédiatement que, courageusement, parce que la presse est déjà courageuse en le faisant, il faut que les relais montent au créneau de manière à ce que les personnalités publiques puissent rendre des comptes. L'une des faiblesses également, c'est que parce que les pouvoirs publics, les responsables au plus haut niveau ne rendent pas des comptes, parce que la presse
ne bénéficient pas de relais, ceux-ci ne sont pas toujours sanctionnés dans les urnes. Parce qu'à partir du moment où un responsable sait qu'il sera sanctionné dans les urnes, il fera attention. Il va écouter, il va écouter ce que disent les journaux. Parce qu'en fait, un journal qui fait de bonnes enquêtes, c'est pour dénoncer les maux et les travers de la société. C'est pour en souhaiter, c'est pour en espérer des réparations. Et quand il y a réparation, c'est pour le bien de tout le monde. Un journal qui a des professionnels ne fait pas une enquête pour faire mal à un individu. Il ne fait pas une enquête pour régler des comptes. Il ne fait pas une enquête pour détruire un individu. Non. Ça, c'est un déficit, c'est un manque total de professionnalisme. On mène une enquête journalistique lorsqu'on a constaté que le problème posé, le problème constaté est de nature à ternir, n'est-ce pas, le bien de tous. Donc, il faut que chaque enquête, dans le professionnalisme, ait toujours pour objectif de dénoncer, de révéler, afin d'obtenir des réparations. Et quand il y a réparation, c'est pour le bien de tout le monde. S'il y a des questions, j'aurai l'occasion de répondre pour compléter ce que je n'ai pas pu dire ici. Je voudrais tout simplement dire que je termine en disant que le rôle de la presse dans le développement des États africains, c'est un rôle essentiel. C'est un rôle inévitable et incontournable. Mais il faut tout simplement que, pour que ce rôle, pour que la presse ne soit pas ridicule, pour qu'elle ne donne pas l'impression de dire des choses et dont on peut se passer, il faut qu'il y ait des relais puissants. Ce sont des relais qui amènent la presse, n'est-ce pas, à être crédible. Ce sont des relais qui obligent les dirigeants d'un pays à rendre des comptes, donc à faire attention à leur travail et à poser tous les jours, quand il faut, des actes positifs pour le bonheur des populations et pour le bonheur du peuple. Merci.